Merci beaucoup, Gertrude, et bienvenue à cette session. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et de savoir que tout le monde se préoccupe véritablement de cette question de la protection de nos forêts, la protection de nos systèmes alimentaires pour les générations futures. Il est important pour nous de savoir que nous jouons un rôle significatif dans la protection de nos systèmes alimentaires, de nos forêts, de nos sites sacrés, et également refroidir le climat pour l'agroécologie. Malheureusement, ces rôles importants des femmes sont sapés ou ne sont pas reconnus à cause des pratiques destructrices que l'on voit partout sur notre continent, qui repoussent les femmes dans les marges, qui ne reconnaissent pas le rôle et le rôle important que les femmes jouent dans la protection de notre patrimoine culturel et de nos forêts, de nos semences et également les sites sacrés des différents endroits dans le monde. Aujourd'hui, les femmes jouent un rôle clé dans essayer de protéger notre environnement, nourrir leur famille et leur communauté et ajouter de la valeur à la chaîne alimentaire locale, mais également dans la gestion durable des ressources forestières. La plupart du temps, elles ne sont pas reconnues dans ce rôle et il y a de nombreux facteurs qui mettent en danger leur système alimentaire, leurs revenus, et parmi ces risques, ces menaces, il y a bien évidemment l'influence des grandes entreprises transnationales en Afrique. Nous voyons arriver d'immenses entreprises, toujours au nom du développement. Nos gouvernements bradent nos pays, nos ressources à ces transnationales. Et ces transnationales, elles viennent au nom du développement économique et s'accaparent d'immenses ressources foncières, de forêts, et notamment les grandes zones agricoles. Et ces entreprises d'agrobusiness, elles sont extrêmement puissantes, elles causent des problèmes, elles sont la raison pour laquelle les gens perdent leurs moyens de subsistance. Et il y a des évictions, pollution des terres, pollution des nappes phréatiques ou des côtes ou des zones maritimes dont les gens ont besoin pour se nourrir. Et cela a également une influence sur les nappes phréatiques, les aquifères, dont ces communautés ont besoin pour continuer à vivre. Les femmes agricultrices, leur terre leur est volée, et également la question des droits fonciers est critique en Afrique. La plupart des femmes en Afrique ne sont pas propriétaires de la terre. Elles doivent produire des aliments, elles les vendent sur les marchés, nourrir leur famille à partir de leur travail et à partir des fonds qu'elles obtiennent de leur travail. Et cela est injecté dans la famille et dans l'économie locale. Mais la majorité de ces efforts ne sont pas reconnus et elles ne sont même pas propriétaires. Donc, la grande distribution de l'agrobusiness est une des plus grandes menaces pour la gestion communautaire des forêts et des terres en Afrique, parce qu'ils s'accaparent d'énormes surfaces agricoles, ils privent les gens de leurs champs et ils causent des destructions environnementales et sociales, particulièrement chez les femmes, qui portent véritablement le plus fort des impacts de tous ces problèmes. Nous voyons aussi maintenant les industries extractives avec les recherches d'exploitation pétrolière, particulièrement dans le delta du Niger, dont je parle d'énormes quantités de pétrole qui s'échappent des pipelines et qui polluent les aquifères, les rivières, les terres. Cela détruit les récoltes, détruit les vies, détruit les sources halieutiques. Et tout ce que cela leur apporte, c'est rien. C'est la pénurie, des maladies, la perte de leurs revenus, de leurs moyens de subsistance. Cela a de nombreux impacts sur les femmes. Et nous voyons toujours au nom du développement économique, nous voyons les mines à ciel ouvert qui détruisent les paysages, où les femmes sont agricultrices, où les femmes cultivent des produits pour nourrir leur famille, leur communauté et développer leur système alimentaire local. Et ces activités minières
nous apportent beaucoup de substances toxiques dans la terre, des produits chimiques qui polluent non seulement les terres agricoles, mais également les aquifères, les nappes phréatiques, détruisent les systèmes fragiles, les écosystèmes fragiles. Et cet écosystème dans le delta du Niger, chaque jour, est agressé et pollué. Tous les jours, les gens souffrent de ces impacts. Les femmes doivent aller loin au large et affronter les vagues. Certaines se noient parce qu'elles ne peuvent plus pêcher sur la côte, parce que les poissons sur la côte sont partis ou sont morts. Et nous voyons maintenant des poissons morts qui sont rejetés sur la plage. Nous avons des terres qui n'ont plus le même rendement qu'avant parce qu'elles ont été polluées, parce qu'elles ont été, les sols sont pollués. Tout cela a été empoisonné à cause de ces produits chimiques qui émanent de ces exploitations pétrolières, minières, ou alors les agrochimiques qui sont utilisés pour les pesticides dans les champs, etc. Nous voyons également, au nom des développements, nous voyons également la déforestation, nous voyons les autorités africaines, les gouvernements qui invitent des entreprises d'exploitation forestière d'autres parties du monde, comme la Chine, pour venir détruire nos forêts, couper nos arbres. Et les femmes ont besoin de ces arbres pour leur subsistance, pour les médicaments naturels et autochtones. Nous avons des sages-femmes, des guérisseuses locales qui ont besoin des plantes de la forêt pour fabriquer des médicaments naturels, pour s'occuper des femmes enceintes. Donc la pharmacie autochtone a besoin de ces forêts qui sont détruites parce que maintenant la plupart de nos forêts sont exploitées, sont détruites à cause des transnationales qui viennent les exploiter, qui arrachent les arbres, soit pour récupérer le bois, soit pour faire des plantations commerciales. Nous voyons beaucoup de pipelines pétrolières installées dans différentes parties d'Afrique, d'un endroit à l'autre. Et quand ces pipelines sont construites, des énormes parties de forêt sont rasées. Nous avons différents types de pipelines qui traversent différentes communautés en Afrique. Et ça, c'est la triste réalité. Et cela continue à poser énormément de problèmes sociaux, environnementaux et de genre dans différentes zones et paysages dans l'Afrique. Les femmes sont les meilleures gardiennes des semences et des forêts, et pourtant ce sont elles qui souffrent le plus des impacts quand les terres sont accaparées par les grandes entreprises pour produire des richesses qui vont dans les poches des transnationales. Une fois que les forêts sont rasées, qui en souffre le plus? Ce sont les femmes qui en souffrent en premier. Une fois que les rivières sont polluées, qui en souffre le premier? Ce sont les femmes qui ne peuvent plus nourrir leur communauté. Quand nos moyens de survie sont mis en danger, qui en souffre? Ce sont les femmes qui nourrissent leur famille, leur communauté. Voilà à quoi sont confrontées les femmes en Afrique. Et au milieu de tous ces défis, il y a des efforts en tant que protectrices des semences gardiennes des forêts et de l'eau et qui ne sont pas reconnues dans leur importance. Nous voyons aujourd'hui que malgré ces menaces, de plus en plus d'institutions financières dans les pays développés autour du monde donnent des soutiens financiers à ces entreprises de l'agrobusiness. Elles favorisent les projets d'expansion de l'agrobusiness parce qu'elles obtiennent beaucoup de financement de la part d'institutions internationales, en Europe, aux États-Unis, en différentes parties du monde, afin de soutenir les projets d'agrobusiness en Afrique au détriment des communautés, des petits paysans, de notre environnement, du climat, et particulièrement les femmes, qui sont les populations les plus affectées quand les terres sont prises, quand les terres sont accaparées, quand les ressources sont polluées, quand l'eau est polluée et quand notre environnement est détruit. Nous avons vu vraiment la situation s'aggraver quotidiennement pour les femmes. Nous voyons le besoin, en tant que les Amis de la Terre, de soutenir la production alimentaire par les femmes et la conservation des forêts, parce que c'est un point clé. Nous parlons du changement climatique et nous devons avoir des efforts délibérés de reconnaître les rôles que jouent les femmes et de ne pas soutenir la destruction de leurs ressources. Nous devons soutenir et nous confronter au comportement, parce que c'est la principale région qui cause ces problèmes en Afrique. Je pense que l'Afrique
et c'est prédominant en Afrique. C'est un endroit où les femmes ne sont pas propriétaires de la terre, elles n'ont pas accès à la terre ni aux ressources. Elles continuent à exploiter la terre, à la mettre en valeur, mais elles n'ont pas accès à cette ressource. La plupart de ces femmes contribuent de manière immense à l'économie locale, à nourrir leur communauté, mais la question des droits fonciers est classique. Nous devons absolument mettre en question et attaquer cette société patriarcale qui nous empêche d'avoir accès. C'est pourquoi nous disons que détruire le patriarcat, c'est une manière de parvenir à la justice environnementale. Exclure les femmes des mécanismes de précision, c'est un autre point où quand les gens constatent que quand on inclut les femmes dans les prises de décision, nous devons penser, mais ça, c'est pas simplement, ça ne suffit pas, nous devons penser à l'agroécologie, à d'autres solutions pour résoudre la crise alimentaire. L'agroécologie est la solution à la crise énergétique, à la crise du climat et à la pandémie que nous avons également, la question de la gestion forestière communautaire. C'est les communautés qui doivent gérer les ressources locales parce que c'est eux qui savent le faire depuis des millénaires. Les femmes ont apporté la preuve qu'elles ont la capacité depuis des siècles et des millénaires de gérer proprement et durablement leurs ressources naturelles. Nous devons reconnaître cela. La gestion forestière communautaire ne peut pas être gérée par des entreprises, ne peut pas être gérée par les élites. Elles doivent être mises entre les mains des peuples parce que cela fait des siècles que les populations gèrent durablement ces ressources. Également la question de la justice de genre. Nous parlons ici aujourd'hui de la crise climatique, on ne peut pas parler de la justice environnementale, on ne peut pas parler de la justice climatique si on ne parler de la justice de genre. Et nous ne pouvons pas parler de justice de genre sans les femmes. Donc il est clé pour nous, en tant que militantes, en tant qu'êtres humains, de reconnaître cela, la manière de sortir de cette crise énergétique, cette crise alimentaire, cette crise sanitaire, c'est de soutenir les femmes dans la production alimentaire, dans la gestion forestière et dans l'accès aux ressources et toute forme de soutien que nous pouvons leur donner afin de réaliser notre vision d'une société environnementale équitable qui est responsable, qui soutient le leadership des femmes et qui assure les apprêts excitables à la terre, aux ressources et à toutes les opportunités au niveau de l'environnement. Merci beaucoup. Merci Rita. J'aime le fait que tu as soulevé la question du manque de reconnaissance du rôle des femmes dans la préservation de l'aspect sacré de notre mère, la Terre, dont nous dépendons pour notre vie. C'est élément clé dans notre environnement. Je vais demander à Jennifer maintenant de nous dire son point de vue. Oui, merci beaucoup. Donc, Jennifer Ameja, je suis très contente de faire partie de cette conférence. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde qui se connecte depuis le monde entier. Encore une fois, je me présente, Jennifer Ameja. Je travaille pour l'initiative écologique et de gouvernance de genre d'Ouganda en Afrique orientale et très contente d'être présente ici. Je vais vous parler des agricultrices femmes en milieu rural, les défis qu'elles rencontrent et les choses que nous pouvons faire pour minimiser les obstacles qu'elles rencontrent. Nous pouvons parler de souveraineté alimentaire. Dans ma communauté, c'est défini comme étant le droit des communautés à définir leur propre système alimentaire et qui sont appropriés au niveau de leur culture et de leur mode de vie. Et ça, c'est tout à fait le cas pour les agricultrices. Nous sommes les femmes qui ont le droit de décider de ce que nous voulons planter, de ce que nous voulons manger, de ce que nous voulons exporter. Les femmes autochtones en Ouganda sont les gardiennes des aliments, des semences. Elles ont pratiqué l'agroécologie depuis des millénaires avec des méthodes sûres pour produire des aliments sûrs, sains et autochtones.
nous travaillons pour promouvoir l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire permet de décider, au niveau de l'élevage aussi, de décider quand on peut, que ce et quoi nous voulons élever et produire. Les femmes ont reconnu des principes qui les fournissent une fondation solide pour la gestion des terres, pour la gestion des ressources foncières et agricoles. Ça, ce sont les principes que nous reconnaissons. Ça nous a également aidé à obtenir plus de progrès, à améliorer nos capacités, nos connaissances, la pratique de l'agroécologie dans notre propre dans nos communautés. Elles partagent leurs expériences, leurs savoirs, particulièrement en réponse à des crises, et partagent également et les moyens de parvenir à la souveraineté alimentaire. Et elles travaillent à développer l'agroécologie, leur système alimentaire, pour gérer leur propre système alimentaire et gérer leurs ressources environnementales de manière durable. À travers l'agroécologie, nous sommes en moyen de transformer les systèmes pour le rendre plus équitable et plus durable pour la conservation environnementale. Nous développons les semences locales qui sont résilientes, qui ont été développées localement. Comment est-ce qu'elles y parviennent? Elles sélectionnent une variété de semences et les développent dans leur propre champ, particulièrement dans leur champ à proximité, afin ne pas avoir à aller trop loin pour leur champ. Et quand il y a, par exemple, et elles maximisent les risques, la résilience face au risque. Par exemple, s'il y a à cause d'une agression ou d'un parasite, il y a une récolte qui ne marche pas, eh bien, la diversité des semences et des variétés permet de contrecarrer ce problème. Nous savons tous que cette méthode de diversification est une bonne méthode. Partout où la terre est limitée, ça permet d'utiliser, de régénérer le sol afin que le sol ne s'épuise pas et peut continuer à produire des aliments pour les peuples. Ces types de pratiques ou résultats ne peuvent pas être obtenus par des groupes agro-industriels qui nous fournissent des semences OGM et qui nous obligent à utiliser des intrants et des pesticides qu'il faut acheter. Comment les femmes pratiquent-elles l'agroécologie? Elles font de la sélection des semences, elles sélectionnent les meilleures semences et ces semences sont ensuite conservées puis partagées. C'est pareil pour les variétés animales. Elles savent que toutes ces ressources, donc elles sélectionnent celles qui fonctionnent le mieux dans cet environnement et les gardent pour la prochaine saison de plantation. Elles partagent les semences entre elles. Les femmes partagent les semences dans des banques de semences locales et leur donnent à leurs amis, à leurs voisins, afin de les aider à faire pousser leurs aliments. Et cela les aide à ne pas avoir à acheter des semences au marché, qui sont souvent des semences qui sont destinées à l'export, des cash crops, et ne servent pas l'alimentation et la nutrition des communautés paysannes. Les paysans achètent leurs semences ou récupèrent leurs semences chez les locaux. Ils savent que les paysans sont toujours prêts à partager leurs semences. Elles ne les vendent pas. Les semences chez nous ne sont pas censées être vendues. C'est un point de vue culturel. La prochaine fois que je n'ai pas de semences, eh bien, je sais que je peux aller chez mon voisin et lui en demander. Et ces échanges intercommunautaires nous permettent de créer des réseaux d'échange de semences entre paysans. Ça permet d'assurer que les semences sont disponibles entre les paysans. Voilà les avantages de l'agroécologie qui fournissent aux femmes de la communauté des ressources et des moyens de revenus. Les femmes dans les communautés fabriquent également des méthodes naturelles pour lutter contre les nuisibles en faisant des mélanges des mélanges de plantes qui chassent les trucs ou en utilisant des insecticides naturels à base de cendres, à base de plantes spécifiques. Ce sont des pesticides qui sont utilisés, naturels, qui sont utilisés depuis des centaines d'années par les femmes. Elles ne sont pas obligées d'aller acheter les agrotoxiques qui sont vendus sur le marché.
et cela permet de préparer les plantations pour la prochaine saison. Et cela est partagé avec toutes les personnes qui veulent développer. Les femmes se rassemblent, les vieilles, les jeunes, et elles transmettent ces savoirs. Elles s'assurent que tout le monde a des semences à planter pour que la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire soient garanties dans les communautés. L'agroécologie consiste à aider les communautés à se développer à leur manière, de manière adéquate et appropriée, améliorer la diversité des cultures, des alimentations, pour leur santé, pour l'environnement et pour les communautés locales. L'agroécologie s'assure que les finances que circulent dans la communauté et ne partent pas à l'étranger. Ils achètent des légumes, ils achètent des aliments dans les restaurants, dans les cantines, où les aliments sont préparés pour des aliments locaux, produits localement, sont préparés dans les communautés et consommés localement. Donc l'argent circule dans la communauté et ne sort pas de la communauté et bénéfique à tout le monde. Voilà certaines des manières les communautés se régénèrent pour utiliser leurs propres ressources. Et ça, c'est vraiment le cas de l'agroécologie, parce que c'est vraiment le cas dans les villages. L'agroécologie améliore également la gestion communautaire des forêts, ce qui leur permet d'avoir l'accès à des ressources forestières comme les fruits, les plantes, le bois, des plantes médicinales, accès aux bois de chauffage, et leur permet également de leur garantir que l'environnement est protégé, et notamment dans le cas du changement climatique ou pour lutter contre des éléments comme les glissements de terrain, les inondations, les nuisibles, etc. À cause de l'agroécologie, ils savent qu'ils ils doivent assurer la cuisson des aliments, donc ils doivent avoir du bois de chauffage. Et en cas de maladie, ils doivent avoir des pharmacopées naturelles. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de la forêt. Et l'agroécologie leur permet d'être sûrs dans la gestion de leur forêt de manière durable. Quand les forêts ont été détruites, les femmes pratiquent la restauration forestière en replantant. Ils plantent des arbres fruitiers qui vont attirer d'autres animaux, d'autres plantes, d'autres oiseaux. Ça, ce sont et ces vergers, notamment, fournissent un moyen de subsistance aux femmes, mais également un endroit de vie pour les animaux. Je viens de mentionner l'introduction de semences améliorées au nom de la sécurité alimentaire. Ces semences ces séquences améliorées, elles poussent très vite, mais aussi elles pourrissent très vite, ce qui cause des famines dans les communautés. Également, c'est pas durable parce que ça oblige les agriculteurs à aller acheter leurs semences au marché, ce qui n'est pas durable. La plupart des agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter des semences, et le temps que la personne a l'argent pour acheter ses semences, eh bien, la saison de plantation est déjà passée. Et en plus, ça nous rend dépendants de l'agrobusiness qui a détruit les communautés agricoles. Ça a accéléré l'accaparement des terres, les évictions des terres, les expulsions, les pertes de terres, le manque d'alimentation, la faim et les pollutions environnementales à cause des pesticides, remplaçant des forêts naturelles avec des plantations pour des productions agricoles à exportation, comme l'huile de palme. Ça, ce sont seulement des points qu'on peut mentionner, ils sont très nombreux. Un autre menace, c'est l'accès à la terre. Les femmes n'ont pas accès à la terre, qui est la première source de production de nourriture, à cause des normes culturelle et du patriarcat. Les femmes n'ont pas accès à la ressource foncière. Ce sont les femmes qui produisent l'alimentation et donc il faut les émanciper. Nous avons besoin d'actions importantes. Ce sont les femmes qui fournissent l'alimentation à leur famille. Il n'y a aucune société qui est stable sans alimentation. Donc les femmes ont un rôle majeur
Et nous devons apprécier ce rôle, non seulement en disant merci, mais également en fournissant à ces femmes un environnement qui leur permet de prendre des actions durables. Les femmes ont besoin de soutien des gouvernements. Ils ont également besoin du soutien des institutions scientifiques, surtout dans le cas de la production traditionnelle, pour l'efficacité de la production et également le contrôle des maladies. Elles ont besoin de soutien dans tous les domaines de la mise en œuvre de politiques. La nourriture doit être disponible pour tous. Elles doivent avoir la capacité de dire non et de maintenir leur souveraineté alimentaire. Elles doivent avoir la capacité de défendre leurs terres contre les appropriations, l'accaparement. Il faut les mettre dans une meilleure position afin de pouvoir prendre contact de manière positive avec les entreprises, avec le gouvernement, dans les décisions politiques. Il y a eu de nombreuses discussions et il faut leur fournir des possibilités de mettre en avant l'agroécologie. Grâce à ces discussions, nous devons construire une résilience pour les femmes et pour l'écosystème. Parce qu'en effet, l'agroécologie est une manière pour les fermiers et les agriculteurs de prendre en compte l'environnement. L'impact environnemental est de plus en plus évident et l'agroécologie est l'outil que nous avons pour rendre et nourrir le monde. C'est notre avenir, c'est notre vie. Donc, mettons tous en avant l'agroécologie, s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir de prendre la parole. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Edna Captoyo sur ce sujet. À vous la parole, Edna. Merci pour cette présentation. Merci à Rita et à Jennifer pour leur perspective sur cette situation en Afrique. Je parle au nom des communautés pastorales qui sont basées au Kenya. Nous défendons le droit des peuples autochtones dans nos communautés. Les femmes autochtones représentent un gros pourcentage de la population, plus de 50% des populations autochtones. Elles travaillent dans l'agriculture, dans la pêche ou dans des communautés qui sont dépendantes de la forêt. Et donc elles ont besoin de la nature. C'est pourquoi elles ont une connaissance traditionnelle emmagasinée pendant des millénaires qu'elles transmettent à leurs enfants. Et donc nous avons besoin de ces interactions. Elle doit être maintenue, cette connaissance, ces bonnes pratiques. En tant que femmes autochtones, nous connaissons des choses qui sont utiles aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Et donc la participation de ces personnes et de leurs connaissances traditionnelles permet aux communautés de faire face au changement climatique et également à apporter cette connaissance de leur communauté, de leur pratique à d'autres régions d'Afrique. Donc je voudrais vous montrer quelques exemples où la connaissance autochtone a permis de sauver la nature, d'améliorer des situations, de fournir des options et de permettre à des communautés d'avoir une source de revenus. Un des exemples est une restauration des terres. Le cas du groupe Para Women au Kenya. Il y a d'autres groupes autochtones. Avec ce groupe Para Women, qui est une organisation de femmes basée au Kenya, ils ont réussi à
s'organiser avec 20 groupes différents de femmes pour restaurer les forêts. C'est très important au Kenya. Elles ont œuvré ensemble afin de développer des formations et ils ont pu prendre en compte plus de 10 000 acteurs de l'exploitation forestière parce qu'il y a une déforestation très importante qui prend place au Kenya pour le moment. C'est un défi également qui est celui du changement climatique. Il y a moins de pluie, il y a d'autres impacts également du changement climatique. Et elles veulent également mettre en œuvre la possibilité de changer les politiques en place pour permettre aux communautés de s'organiser en groupes d'utilisateurs. Ils ont utilisé la loi forestière du Kenya. Les femmes se sont organisées, elles se sont mises ensemble et ont créé un groupe d'utilisateurs qui ont un accès bien sûr limité à la forêt. Mais ce groupe a pu innover sur les méthodes traditionnelles. Ils utilisent, en effet, les industries utilisent beaucoup de combustible pour accéder aux forêts. Et grâce à cette connaissance, ils ont diminué l'utilisation de combustible. Et donc, ils ont proposé des solutions qui permettent d'utiliser moins d'énergie et également de produire moins d'émanations. Donc, c'était très positif. Ils ont également aidé d'autres communautés par cette technique de la briquette, donc du charbon aggloméré. Dans ces différentes communautés, ils ont soutenu la mise en œuvre de techniques d'exploitation forestière et d'agriculture qui permettent la croissance de la forêt. Ils ont des abris pour leurs animaux. Et donc, c'est très important. Ils ont appris à ces communautés comment gérer cette situation, comment réellement établir de nouvelles solutions, utiliser par exemple, construire les fours traditionnels. Il y a eu également la question de restaurer le sol, les terres, comment effectuer une bonne agriculture. Ils utilisent leurs déchets maintenant pour en faire des engrais. Ce qui était des déchets à l'époque, aujourd'hui, sont vus maintenant comme de la nourriture pour les animaux ou pour de l'engrais. En effet, les pâturages sont de plus en plus limités avec le changement climatique. Pour la souveraineté alimentaire des peuples autochtones, il est très important d'utiliser des semences, des graines qui peuvent être replantées, qui sont de qualité. Et ceci est un défi qu'on vient de dépasser parce que les communautés ne peuvent pas replanter les graines de millet. Et donc, ces femmes se sont organisées pour échanger les différentes cultures qui font partie de leur alimentation. Et donc, ils ont échangé un très grand nombre de graines, de semences, qui permettent de produire l'alimentation, mais également des objets traditionnels. Parce que ces semences étaient perdues dans certaines communautés, donc ils étaient très heureux de pouvoir restaurer ces données génétiques. Et donc, ils ont mis en œuvre des banques de semences traditionnelles. Il y a eu d'autres exemples, d'ailleurs, en Ouganda, avec des échanges de semences, de graines.
et avec la restauration, récupération de ces semences traditionnelles. Tout ceci est lié à la souveraineté alimentaire, mais également à la résilience au changement climatique parce qu'il a un impact très élevé. Et c'est uniquement grâce à ces semences traditionnelles que nous pouvons maintenir et permettre aux personnes de s'alimenter, alimenter leur famille et de planter dans des régions où il est difficile de se faire. Nous sommes également allés plus loin. Nous avons également un réseau d'agriculteurs autochtones pour partager la connaissance traditionnelle, comme nous le disions. Et ces femmes partagent des informations quant aux différentes semences, aux différentes méthodes de conservation, différents centres, parce qu'il y a également les plantes médicinales sur lesquelles nous pouvons discuter. Et c'est ce genre d'informations qui sont partagées. En effet, la majorité de nos communautés n'ont pas accès à des soins de santé et quand ils ont accès, ils ne sont pas de bonne qualité. Et donc, nous avons connu la crise de la Covid et donc ils n'ont accès que à la médecine traditionnelle. Et donc, c'est très important d'avoir accès à ces semences. Nous avons vu dans ce cas l'importance de la médecine traditionnelle dans les communautés. Et c'est ce qui permet de soutenir les communautés, la manière de se soigner de manière traditionnelle. Nous voulons garder les communautés en bonne santé. Autre chose, les femmes ont un rôle très important dans la transmission des connaissances. Ceci se fait par la pratique. Les jeunes générations sont prises en compte et jouent un rôle dans les différentes phases des plantations. Donc on leur apprend les différentes pratiques de la communauté et ceci permet de développer ces connaissances dans les générations. Et donc les femmes ont réellement une plateforme, les femmes autochtones ont une plateforme pour transmettre l'information et développer ce type de gestion des terres. La mise en œuvre d'écoles, bien sûr, aide également à ce fait. Il y a d'autres défis. Rita en a parlé, et je pense que Jennifer également. En effet, les terres des peuples autochtones sont propriété collective. Donc nous avons des terres de communauté. Cependant, il n'y a pas de loi qui protège ce type d'acte de propriété. Donc il n'est pas réellement soutenu. Et donc nous devons également faire face à ce défi réellement, faire face à l'accaparement de terres de la part des grandes entreprises et des projets d'énergie renouvelable majeurs de grande échelle. Il convient également d'avoir des stratégies afin d'avoir des plantations plus locales qui ciblent la productivité. Et ces nouvelles stratégies de productivité mettent également à mal les communautés autochtones. Les grandes exploitations minières, par exemple, qui viennent des pays développés, veulent également nos terres et ceci a mis à mal notre système d'eau, d'approvisionnement en eau, empoisonné, nous pouvons le dire. Il y a également les politiques agricoles. Il y a une politique des terres et une politique agricole, elles sont liées, bien sûr, mais elles ne sont pas uniformisées. Ces politiques se font au niveau national. Et le problème, c'est que ces discussions politiques ne sont pas en présence des personnes du terrain.
Nous n'avons pas de discussion sur ces politiques. Il n'y a pas de personnes autochtones qui prennent part à la prise de décision. Donc il y a vraiment une ignorance. On ne sait pas à quel point il y a une participation du public et nous pensons que cela pourrait réellement apporter un accès à la discussion sur les politiques. Il y a des petites initiatives qui sont très importantes. Les femmes prennent leurs propres initiatives avec des organisations autochtones, mais elles ne sont pas mises à l'échelle. Il y a eu des initiatives, des politiques afin de renforcer la résilience au changement climatique et fournir des sources de revenus. Ceci est très important également. Ceci est la preuve de comment, lorsque les femmes s'organisent, elles sont capables, si elles sont soutenues également, de d'avoir réellement des effets positifs. Et je pense qu'en allant de l'avant, nous devons renforcer ce type d'engagement des femmes et de soutien qu'on leur apporte. En effet, nous faisons face au changement climatique, nous faisons face à de nombreuses menaces, et donc il convient de leur apporter le soutien nécessaire. Il convient de les soutenir dans leur plaidoyer, en particulier dans le cas des droits fonciers. Il y a beaucoup de travail à faire pour les femmes autochtones, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir présenté tous ces points, c'est très intéressant. Le son coupe en permanence, l'interprète ne peut traduire. La connexion de l'orateur ne permet pas la traduction pour le moment. Vous m'entendez? Oui, je vais parler un petit peu de la propriété foncière dans le contexte du Kenya. 80% des terres sont sous un contrat foncier collectif qui est aux mains du gouvernement local. Ce type de propriété collective était euh, valable dans le système traditionnel de gouvernance. Tout était vu comme une collectivité. Cependant, les nouvelles lois, les nouvelles réglementations qui mettent en avant la propriété individuelle nous donnent la possibilité d'avoir des titres de propriété collectifs. Cependant, la législation n'est pas encore présente. Face aux tendances actuelles, nous avons des communautés et des partenaires qui travaillent au renforcement de notre propriété collective. Je pense que le défi était réellement celui de la transition face aux nouvelles politiques qui n'étaient pas euh, axées sur cet aspect communautaire. Parce qu'il y a vraiment cette propriété collective qui doit en faire partie. Ceci ne fait pas partie de la réglementation actuelle. Et ceci n'est pas soutenu par les réglementations ni les différentes structures. Et donc, il y a des organisations qui doivent soutenir les communautés.
Nous avons maintenant, en tout cas, obtenu ce droit à la propriété collective. Cependant, cela ne protège pas le droit des femmes à la propriété foncière. Et donc, il y a encore euh, beaucoup de choses à faire pour obtenir une protection du droit foncier des femmes autochtones. Grâce à leur combat, les femmes ont obtenu un droit, mais elles ont besoin de plus de soutien et d'avoir un accès aux communautés et à ces terres communautaires. Il y a une question. Rita, merci beaucoup. Une question était de savoir comment l'Occident pouvait aider le travail de Rita et dans le Sud, en Afrique. Les conséquences sont souvent celles des financements qui viennent d'Asie, du pays occidental, des pays occidentaux plutôt. Et donc nous devons trouver une façon d'obtenir le soutien pour les femmes, qu'elles s'organisent mieux et également mettre en avant les financiers qui mettent des fonds pour l'accaparement de terres, la destruction des forêts. Nous devons réellement trouver un moyen de les mettre en lumière. Ces entreprises travaillent depuis différents pays, les États-Unis, le reste du monde, mais elles font leurs opérations en Afrique, et donc il faut les ramener chez nous et les mettre face à leurs responsabilités. Les femmes font beaucoup de travail, mais il n'est pas populaire. Nous devons réellement les encourager. Nous devons les rendre plus sûres d'elles, leur expliquer les réglementations qu'elles doivent respecter. Nous devons également les soutenir avec des semences, en leur donnant l'accès à la terre et les aider à construire ce pouvoir, cette force de communautaire. Parce que si elles s'organisent, elles auront plus de, de pouvoir, simplement. Il y a de nombreuses menaces, il y a des oppressions sociales, il y a des entreprises qui changent complètement le paysage des terres. Et donc nous devons réellement mettre tout ceci en lumière, en faire la publicité. Les femmes doivent avoir une voix. Parce qu'il y a ce patriarcat, ce contexte dans lequel elles sont et dans lequel elles n'ont pas une voix. Et donc nous devons les aider à pouvoir prendre la parole. Nous devons également les aider à la conservation des forêts, des semences, des graines et permettre un meilleur système forestier. Merci beaucoup, Gertrude. Voulez-vous prendre la parole? Vous m'entendez? Bonjour. Je vais reprendre la parole parce que Gertrude a des problèmes de connexion. Je vois deux questions ici et je pense qu'il serait très intéressant de vous les poser. La première est celle de la propriété collective. Et cette question était celle-ci. La propriété foncière est un défi. Et vous pensez que rentrer dans une économie met en difficulté, parce qu'en effet, les semences ne devraient pas être vendues, mais quelle est l'alternative? Une autre question était celle-ci. Quelle est la différence entre les, la propriété privée des terres, la propriété des communautés et la propriété collective? Et également, quelle est la différence entre le travail traditionnel, le travail autochtone et le travail occidental?
Jennifer, vous avez peut-être une réponse à ces questions? Jennifer, tu m'entends? J'ai l'impression que nous avons perdu Jennifer en ce moment. Nous allons demander à Rita ou Edna de répondre à cette question à propos de la propriété foncière, la différence entre la propriété collective et la propriété privée. Merci Jennifer, je vous donne la parole. Il a commencé à pleuvoir ici. Donc nous avons perdu un peu de stabilité de notre connexion Internet. Vous m'entendez? Et je pense qu'il y a deux questions. Tout d'abord, le fait que la propriété foncière est un défi pour les femmes en Afrique. Oui, c'est vrai. Nous savons tous que le problème de la terre est accéléré parce que c'est une marchandise maintenant. Il y a beaucoup d'argent en jeu. De nombreuses personnes investissent pour obtenir de la terre. Et les hommes sont ceux qui décident de vendre. Aujourd'hui, tout le monde veut posséder des terres et en obtenir quelque chose. Cependant, selon la Constitution, nous avons perdu l'orateur. C'est les parents qui donnent à leurs garçons, leurs fils, le- cette mainmise. Ils devraient également encourager les filles. Donc il convient de réellement de de sensibiliser les jeunes gens, les jeunes hommes. Certaines communautés ont impliqué les femmes dans ces discussions. En effet, les femmes ont un rôle très important dans les familles. Elles sont à l'origine de l'alimentation et elles produisent cette alimentation. Et en plus, on vend le supplément pour pouvoir survenir aux besoins de la famille. Donc, on nous a mentionné également le fait que les semences ne devraient pas être vendues. Non, ce n'est pas vrai. Les femmes choisissent les semences qu'elles vont planter. Et alors, ces semences-là, vous n'êtes pas censé les vendre selon la culture traditionnelle. Cependant, lorsque vous achetez des semences, vous devez les acheter depuis quelqu'un de confiance. Donc, on sélectionne les semences de manière qualitative. Et si l'on vend des semences, c'est uniquement pour le bien-être de sa famille. L'homme est le chef de la famille. Cependant, ils soutiennent les femmes parce qu'elles font un très bon travail. Et donc, il faut vraiment sensibiliser les hommes. C'est très important. Nous savons que c'est une euh, composante culturelle qui est présente depuis très longtemps, donc cela prendra beaucoup de temps. Je pense que j'ai répondu. Il faut savoir que
La constitution de l'Ouganda nous dit que la femme a le droit à la terre. Cependant, cette constitution est en anglais et il conviendrait de la traduire et également fournir des résumés de cette constitution. Et les OSC ont un rôle à jouer. Ces communautés qui n'arrivent pas à mettre en œuvre l'agroécologie, pardon, celles qui ont réussi à mettre en œuvre l'agroécologie sont celles dans lesquelles les hommes donnent un pouvoir, donnent un rôle aux femmes. Nous avons plus vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Donc, je propose au public de suivre le lien Zoom pour continuer la discussion dans un autre espace de discussion. Je voudrais remercier nos orateurs d'aujourd'hui, Rita, Elena, Jennifer, Edna, et donc Elena qui m'a aidé également lors de mes difficultés de connexion. Je voudrais tous vous remercier pour tous ces points très intéressants que vous avez soulevés quant au rôle des femmes pour la connaissance et sa survie, et également la résilience au changement climatique qui nous oblige à réellement faire appel à ces connaissances traditionnelles et au travail des femmes à leur connaissance. Donc j'encourage tout le monde à utiliser le lien Zoom pour que nous puissions tous nous retrouver. Merci beaucoup à tous.